Madame, it's a great honor. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir ici au nom de tous mes collègues sénateurs, ici au sein du Sénat de Belgique. C'est la première fois dans l'histoire du Sénat que la première dame prendra la parole dans cette salle spéciale de notre séance des plénières. Et nous sommes très fiers que vous êtes parmi nous aujourd'hui. L'Égypte est un grand pays, un pays très important pour l'ensemble de la zone du Moyen-Orient. Il y a environ 70 millions d'habitants. Sa culture, sa population est particulière, aussi son rôle parmi les pays arabes qui est significatif. Il a montré récemment sa détermination à mettre un terme au conflit du Moyen-Orient en invitant le président Mahmoud Abbas et le premier ministre Ariel Sharon. Madame, le combat que vous menez de par le monde pour sauvegarder les droits des femmes et des enfants est honorable et je profite de cette occasion pour vous féliciter pour votre action. Le contexte international et votre présence aujourd'hui en fait partie est vraiment le moment idoine pour votre visite ici au sein du Sénat. Ici, au sein du Sénat, nous célébrons cette semaine la semaine de la femme. Le jour de la femme est devenu la semaine de la femme. En 75, c'était un jour, nous avons décidé d'en faire une semaine. Ce que nous faisons cette semaine et le 8 mars, nous avons célébré la journée de la femme, mais aujourd'hui, le 10 mars, nous allons refaire avec vous. Nous sommes très fiers d'accueillir parmi nous une personne comme vous qui est impliquée dans les droits de l'homme et les droits de la femme. Après le 10e anniversaire de la déclaration de Pékin, nous nous souvenons de beaucoup d'actions et de combats menés par les femmes pour que leur situation s'améliore. Le Sénat de Belgique participe de manière active, a participé de manière active à l'Assemblée de New York la semaine dernière et je suis très fier d'accueillir ici les membres de la délégation nombreuse. Ils ont été à même de suivre toutes les activités de cette Assemblée spéciale à New York et je voudrais remercier tous mes collègues qui ont pris le temps d'aller à New York et de faire progresser la cause des femmes. Dans le cadre de nos compétences internationales en tant que Sénat, c'est fondamental pour nous et pour tous les Belges parce qu'une délégation sénatoriale a démontré l'importance que la Belgique accorde en tant que pays et pas en tant que gouvernement uniquement à cette question, tout comme vous le faites, parce que votre participation en tant qu'acteur fort dans la cause des droits de l'homme et dans la cause du bien-être et de la santé des enfants. Depuis 1977, vous êtes la fondatrice de la Integrate Care Society. C'est une organisation qui s'occupe du bien-être, de la santé, de l'éducation des enfants. Vous avez fondé le Musée national pour les enfants en Belgique. Vous avez été à l'initiative de législation améliorant le sort des enfants égyptiens pour qu'ils puissent vivre dans de meilleures conditions et dans davantage de prospérité. L'une des actions les plus importantes de par le monde dans le cadre des droits et manifestement votre fondation des femmes pour la paix et c'est peut-être la raison la plus importante pour laquelle nous avons voulu partager avec vous un moment de débat ici au sein du Sénat parce que vous avez assumé ce rôle que uniquement vous en tant que première dame d'Égypte vous pouvez assumer en parlant des femmes et de la paix dans une des régions les plus bouleversées du monde. J'ai récemment eu la possibilité de vous rencontrer à Genève pour la conférence
à ce propos et je partage vos convictions et vos opinions, à savoir que les femmes peuvent jouer un rôle majeur dans la résolution de conflits. En effet, les femmes sont les premières victimes des guerres. La guerre tue leurs époux, leurs enfants, les fait vivre dans une situation de précarité. Nous savons ce qu'il en est aussi en matière de viol et particulièrement dans les pays d'Afrique, les viols collectifs sont légion en cas de guerre. C'est si horrible. Sans le rôle des femmes, nous n'arriverons pas à un résultat concret et prospère. Je profite de l'occasion pour avoir une pensée pour Madame Aléa Benderi parce qu'elle est aussi à l'origine du succès que nous avons eu à Genève et tout ce que votre équipe a réalisé était important aussi dans le cadre des élections palestiniennes pour faire avancer la question dans le bon sens, aussi le rôle des femmes pour réaliser la paix dans cette région du monde. Madame, je vous remercie au nom du Sénat. Merci pour votre combat pour les femmes et pour les enfants. Merci pour votre détermination et votre volonté de créer un monde meilleur pour nous tous. Et merci de nous avoir donné le privilège d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie et je vous donne la parole. Your Excellency, Madam President. Votre Excellence, Madame la Présidente, chers membres du Sénat, Mesdames et Messieurs. J'ai un grand plaisir à être ici aujourd'hui à Bruxelles, la capitale de l'Europe, pour vous adresser la parole dans cette haute institution. J'apprécie cette occasion qui m'est donnée d'apprécier l'évolution de la situation par rapport à certains besoins de nos peuples. L'Égypte, avec tous ses problèmes, parce qu'il y en a beaucoup en effet, et avec tous ses succès, même s'ils sont modestes parfois, font de ce pays quelque chose de très spécial, comme son peuple, sa culture contemporaine et du passé, qui a été préservée au fil des années et au fil des millénaires. Certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de visiter l'Égypte et ont fait l'expérience du trafic au Caire, mais aussi de ces paysages très particuliers, ces belles plages, sa mer, le désert. Nous sommes en effet près du ciel et des étoiles, ces oasis, ce voyage sur le Nil qui permettent de découvrir des mondes différents, très loin des pressions, des exigences qui nous sont imposées par le monde d'aujourd'hui, des exigences auxquelles personne ne peut échapper. Permettez-moi à mon tour de vous faire voir le passé que j'ai vécu et qui m'a conduit à cette action. Très tôt, mon travail en tant que travailleuse sociale m'a rapproché des problèmes auxquels étaient confrontées les communautés locales et j'ai apprécié les mécanismes qu'ils avaient développés pour faire face. J'ai vu des femmes, des jeunes filles qui étaient très vulnérables. Chaque minute de vie de ces femmes était occupée par des tracas qui semblaient sans fin. À la fin de la journée, elles n'avaient plus d'énergie ni la présence d'esprit ou la paix dans leur esprit pour apprécier leur vie. Et j'ai aussi pu voir leur capacité de continuer, souvent sans se plaindre, et au contraire, avec un grand sens de l'humour qui est une caractéristique bien connue de tous les Égyptiens. Ces expériences m'ont porté à être humble et m'ont donné une expérience que j'ai encore toujours bien vive à l'esprit. Et donc j'ai partagé ce combat, j'ai essayé de rencontrer leurs besoins
urgent et je me suis rendu compte qu'il fallait être plus attentif pour permettre aux individus d'être les instruments de leur propre pouvoir, pour améliorer leur vie avec dignité et le respect et sans être des objets de charité. Mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, le développement commence avec les gens et doit être adressé aux gens. Il ne s'agit pas seulement d'ailleurs de biens matériels, il s'agit aussi de satisfaire les besoins des êtres humains en donnant accès à l'éducation, aux soins de santé, et il s'agit aussi du développement progressif d'une infrastructure qui facilite la vie quotidienne des gens. Dans notre société, comme dans d'autres, l'éducation et la santé étaient et sont toujours deux des blocs les plus puissants pour construire une nation et des populations comme les nôtres, où 38% au moins de 15 ans et où ceux de 65 ans et plus ne représentent que 3%. L'accès à l'éducation est crucial pour jeter les bases d'une stratégie de développement plus large et plus globale. D'abord, nous avons donné une éducation à tous pour couvrir les différents besoins de notre jeunesse. Ensuite, nous avons amélioré la qualité de l'enseignement par différents moyens. D'école à une seule classe, nous sommes passés à des centres de haute technologie, d'écoles et de bibliothèques locales ou de quartiers. Nous avons maintenant la bibliothèque d'Alexandrie et nous avons aussi maintenant des universités. Notre jeunesse explore de plus en plus les limites de la connaissance à mesure qu'ils rejoignent la communauté mondiale. Nous avons ensuite réduit le fossé entre les genres pour favoriser une relation positive pour le bien-être des jeunes filles et des collectivités globalement. Nous avons fait des expériences avec de nouveaux types d'écoles pour qu'elles soient tout à fait compatibles avec les coutumes et traditions rurales et donc qu'elles puissent mieux accueillir les jeunes filles. Toutefois, nous nous sommes aussi rendus compte que cette approche sur les programmes des secteurs sociaux, même s'ils étaient nécessaires, n'était pas suffisant. Il était aussi essentiel d'investir dans la croissance économique en adoptant une approche holistique, et ceci assurera la durabilité de nos efforts et la création de la synergie nécessaire pour l'amélioration de la qualité de vie des secteurs les plus pauvres de la société. Le gouvernement s'est dès lors embarqué dans des investissements de grande envergure en matière aussi de développement d'infrastructures, en particulier dans les zones rurales et à la périphérie des villes. Peut-être que à Bruxelles, on peut penser que c'est une chose tout à fait banale. Mais pour vous donner quelques exemples, en 1975, 55% seulement des ménages avaient l'électricité. Nous sommes à 97% en 2004, pardon. Pour les écoles électroniques, nous sommes passés de 67% à près de 100%. Alors que par le passé, les lignes téléphoniques n'étaient disponibles que dans des endroits centraux. Dans les zones rurales aujourd'hui, il est courant de voir un fermier avec un GSM dans son champ. Et des progrès ont aussi été réalisés pour améliorer l'accès à l'eau potable, aux sanitaires, etc. Et ceci a permis à des ménages, des hôpitaux, des écoles de fonctionner de manière plus efficace. Aujourd'hui, nous récoltons les bénéfices de cette approche multifacette et nous pouvons jeter un regard en arrière avec fierté sur cette décision, même si le progrès a été inégal, parfois plus lent dans certaines régions et plus rapide dans d'autres. On a tout de même noté une tendance à l'amélioration. Tous les indicateurs de la qualité de vie se sont améliorés. L'espérance de vie, la mortalité infantile, l'alphabétisation. Et je suis très heureuse en particulier de voir que le fossé entre les genres aussi, ou l'inégalité entre les genres a été réduite. Je parle d'inégalité. En fait, nous nous concentrions sur le premier niveau de l'enseignement, mais nous sommes fiers de constater que maintenant aussi, dans les universités, nous avons 50% de jeunes filles et 50% de jeunes gens.
Évidemment, une main-d'œuvre mieux formée nécessitait aussi que l'on donne davantage de possibilités d'emploi. Jusque dans les années 90, le gouvernement était toujours considéré comme le seul employeur potentiel. Ceci a changé avec la restructuration économique et avec la croissance du secteur privé. Au cours de la période de 1990 à 1999, une amélioration globale des indicateurs a été constatée avec une augmentation significative au cours de la période de 1995 jusqu'en 2001. Une expansion a été notée en particulier dans le tourisme et les finances qui ont attiré beaucoup de jeunes. Mais ce progrès n'a pas été le résultat des seules politiques gouvernementales, mais reflétait aussi un changement graduel dans la perception qu'ont les gens de leur rôle et de leur responsabilité dans la constitution d'une nation. Il n'y a pas si longtemps que l'on considérait que le gouvernement devait rencontrer pratiquement tous nos besoins. Nous sommes devenus habitués à des décisions qui sont prises pour nous et, par extension, nous reprochons aux autres nos propres défauts. À mesure que les années passaient, nous nous sommes rendus compte que cette approche avait aussi un effet sur la créativité et permettait d'encourager l'autosuffisance des gens. Les gens ont pu réclamer leur part du développement de leur société en participant à ce développement et en considérant qu'il y avait interaction, c'est-à-dire que l'on donne et que l'on reçoit. Les gens sont devenus des participants actifs. Les bénéficiaires aussi sont devenus des acteurs à part entière. Et l'on a été attentif aussi à de nouvelles routes, de nouvelles avenues que l'on construisait. Et donc on s'est rendu compte que la mentalité de notre société changeait. Ce mouvement est en cours depuis des décennies et l'énergie que cela requiert et que cela procure est palpable. Il n'y a donc pas de formule unique pour faire en sorte que les individus et les collectivités se développent. La démocratie ou des stratégies de mondialisation existent, mais nous savons que même s'il y a un certain consensus par-delà les continents, les collectivités vont toujours mener des politiques différentes et passer par des transitions selon l'évaluation réaliste de leurs propres risques et avantages. Il n'y a pas d'approche unique qui convient à tous dans la démocratisation et les réformes. Pour nous, la démocratie représente le renforcement de la protection sociale, l'amélioration des capacités, des aptitudes pour permettre aux hommes et aux femmes d'exercer plus de contrôle sur leur propre destin. Et le souhait aussi des gens de réaffirmer les valeurs éthiques fondamentales sur lesquelles notre patrimoine culturel est basé, c'est-à-dire la tolérance et la diversité. Aujourd'hui, l'Égypte a tourné une nouvelle page dans son histoire. Il y a moins de 2 semaines, le président Moubarak a demandé que l'on amende la Constitution pour permettre une élection présidentielle à plusieurs candidats, qui est très contestée. Cette action politique est venue après de nombreux efforts déployés au cours de ces années écoulées pour permettre à la nation maintenant de faire un grand saut vers une démocratisation plus poussée. Il y a près de 20 ans que le processus de réforme a commencé en Égypte sur des bases solides. On a déclenché une série d'actions avec un objectif ultime. Cela avait commencé par des restructurations gouvernementales suivies par des processus de décentralisation et des efforts concertés pour renforcer les autorités locales, les conseils locaux. Entre-temps, nous avions compris que le développement et la démocratie ne seraient réalisés que si les sociétés faisaient le meilleur usage de toutes leurs ressources humaines, hommes et femmes. Et dans ce contexte, et en comprenant que la société est enrichie par la participation des femmes dans le processus de prise de décision, l'Égypte a consacré toutes ses énergies à donner plus de pouvoir aux femmes. Une stratégie nationale a été formulée. Elle prévoit des efforts importants pour permettre la participation sociale, politique, notamment des femmes, pour assurer une représentation qui reflète le poids des femmes dans la société. Et même si une femme actuellement occupe la position de vice-présidente du Parlement égyptien, 2 commissions parlementaires étant aussi présidées par des femmes, la représentation des femmes reste encore minime. Elle n'est que de 2,9% du nombre total de députés de la première chambre et de 5,7% de la deuxième chambre.
Toutefois, le gouvernement envisage de faire voter une nouvelle loi électorale dont nous espérons qu'elle contiendra des mesures immédiates pour assurer une meilleure participation des femmes. Un Conseil national pour les femmes a été établi en l'an 2000 et il œuvre à améliorer le potentiel des femmes en essayant d'éliminer certaines des contraintes et obstacles auxquels elles sont confrontées. Par exemple, par son centre de formation politique, le Conseil améliore les qualifications politiques des femmes en créant un pool de candidates potentielles qui pourraient se porter candidates aux élections parlementaires de 2005. Le Conseil coordonne aussi ses activités avec tous les partis politiques pour assurer qu'ils soient aussi engagés à amener les femmes à des postes décisionnels dans le cadre de leur propre structure de parti. D'autres programmes de décentralisation concentrés sur les femmes font partie de cette stratégie nationale. Encourager un environnement qui soit favorable est l'une des démarches pour assurer l'égalité, la qualité aussi de la participation des femmes en Égypte. Le Conseil collabore aussi avec les différentes entités gouvernementales, le secteur privé et les organisations non gouvernementales pour faciliter l'accès des femmes au monde financier, pour les aider à obtenir des microcrédits pour les petites entreprises. Une loi vient d'être votée pour soutenir les petites et moyennes entreprises en tant que mesure pour combattre le chômage, en particulier parmi les femmes. Des programmes de formation sont aussi mis en œuvre pour soutenir les ménages qui sont en fait femmes isolées ou autres, et ce sont des projets qui connaissent aussi le succès. Nous avons business aussi en ligne et l'e-marketing. Plusieurs mesures ont été prises qui visent toutes à améliorer la dignité et le respect qu'a d'elle-même la femme égyptienne. J'en cite quelques-unes. Il y a la réforme très attendue de la loi sur le divorce qui le rend plus égal, plus équitable, et la loi sur la nationalité qui accorde aux femmes mariées à des expatriés de donner leur nationalité égyptienne à leurs enfants. Ceci n'était possible que pour les hommes auparavant. Une nouvelle loi sur le contrat de mariage a aussi été votée qui donne le droit à la femme d'inclure des conditions substantielles dans son contrat de mariage, et les réformes législatives sont aussi donc notamment l'introduction du premier tribunal spécialisé, le tribunal de la famille, donc, en Égypte, qui a été accompli aussi par un nouveau régime d'assurance de la famille, notamment en 2003, la première juge femme a été nommée dans la Cour suprême. Un débat national est en cours actuellement pour permettre la nomination de femmes juges dans les nouveaux tribunaux de la famille. Une campagne nationale en vue de donner des cartes d'identité électronique aux femmes dans tout le pays est lancée. Et je pourrais citer beaucoup d'autres exemples, mais je ne veux pas surcharger cette journée par cela, mais je voudrais souligner que toutes ces mesures ont pris du temps, ont nécessité des efforts, et que les qualifications en matière de négociation pour mener ceci à bien ont été importantes. Beaucoup de ces réalisations ont été le résultat d'un débat national global dans lequel tous les segments de la société étaient représentés, et ceci était certainement un processus de démocratie à part entière. La participation à toutes ces questions, à toutes ces actions, n'a pas seulement réduit la justice, mais cela a contribué aussi à un processus de confiance et d'appréciation de sa propre valeur des femmes. Toutefois, nous devrons continuer à renforcer nos forces internes pour défendre le processus démocratique en cours dans notre pays. Il n'y a aucun doute qu'il faut faire encore beaucoup plus, et que nous le ferons, car nous utiliserons de nouvelles possibilités et un partage des expériences mutuelles et d'informations avec d'autres groupes dans le monde. Nous sommes sûrs aussi que nos responsabilités ne s'arrêtent pas à nos frontières. Nous devons passer les frontières et devenir partie intégrante de la communauté globale. Nous sommes des voisins
globalement parlant, et donc nous devons nous apprécier les uns les autres, nous devons nous voir avec d'autres yeux, nous devons nous comprendre avec un état d'esprit nouveau, et nous devons évoluer vers la dignité et le respect les uns des autres, et c'est ainsi que nous devrions fonder un mouvement mondial pour donner la responsabilité à tous de la paix. Nous sommes convaincus que les femmes ont un potentiel énorme et que cela peut relancer certains processus de paix. Ensemble, nous pouvons changer le cours des choses par notre ténacité, notre persévérance et notre engagement pour créer les conditions qui encouragent une paix durable et une sécurité durable. Mesdames et messieurs, pour le visiteur occasionnel, il est difficile parfois de discerner la transformation importante que l'Égypte a subie. Parfois, même pour certains d'entre nous qui vivons en Égypte, comme c'est souvent le cas dans d'autres pays, on oublie combien le pays a évolué et quels sont les avantages que l'on a obtenus. On n'est pas toujours conscient du fait que cet état, la condition globale aussi, a influencé tous les pays et l'Égypte aussi. Dans ce monde, la mondialisation nous concerne tous, nous donne des occasions, des possibilités aussi, et c'est à nous d'explorer des moyens par lesquels la mondialisation pourrait servir nos objectifs, c'est-à-dire un monde plus respectueux de l'environnement et plus agréable à vivre. Et il faudrait limiter ces effets négatifs en maximalisant ces avantages. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourrait bâtir un monde global à visage humain qui partagerait des valeurs de dignité humaine et de droits de l'homme, un monde qui soit juste et qui adhérerait aux principes démocratiques et qui assurerait des avantages tangibles pour tous les peuples et tous les pays. On voit le monde changer autour de nous et je me rends compte que nous pouvons tous défendre les principes de justice, d'égalité et de paix comme valeurs essentielles pour l'influencer. Il faut que notre partenariat soit équitable et il faut apprécier les cultures, l'histoire et les dimensions spirituelles des autres. Les hommes et les femmes de toutes les parties du monde sont très divers et c'est un challenge et c'est aussi un enrichissement. Mesdames et messieurs, maintenant que nous célébrons la journée de la femme, il faut apprécier ces démarches faites par les femmes pour améliorer leur potentiel et pour protéger la dignité humaine. Nous devons féliciter toutes les femmes qui ont laissé leur empreinte, où que ce soit, car elles n'ont pas ménagé leurs efforts dans leur lutte pour un monde plus juste et plus équitable pour chaque enfant, chaque femme et chaque homme. Je ne peux conclure sans remercier la présidente du Sénat, mon amie Madame Anne-Marie Lisin, pour m'avoir invité à m'adresser à vous, à ce Sénat belge. C'est un honneur pour moi. J'ai toujours admiré son courage, son leadership et sa défense des droits de l'homme, de la dignité humaine, que cela affecte les femmes, les enfants ou tous ceux qui ont envie de vivre une vie décente. Et donc, nous devons nous joindre tous avec d'autres groupes dans le monde. Et merci Anne-Marie et merci à vous tous de m'avoir donné cette magnifique occasion de partager avec vous certaines de mes réflexions, de ma vision et quelques-unes de mes expériences. Et Madame a donc lu un texte que les interprètes n'avaient pas. Thank you, Madame. Merci, Madame, pour ces mots très amicaux. Nous allons à présent entamer le débat avec les membres et je demande qui souhaite prendre la parole pour les questions. Madame de Béthune, la chef de groupe du groupe CDNV.
to have the translation. The best is to go to the seat. Le mieux, c'est d'aller au siège, alors, dans ce cas-là. Oui. Mrs. Mubarak, the best for the translation is that you could answer from your seat. No problem. Yes, yes. Thank you. Thank you, Madam. Excellence, en premier lieu, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de rendre visite au Sénat pour nous faire part de votre conception en matière des droits de l'homme, des droits de la femme et des droits de l'enfant. Je voudrais ajouter que nous sommes particulièrement impressionnés par le travail que vous avez réalisé sur le plan international. Nous sommes aussi impressionnés par votre expérience de longues années. Je crois que vous parlez au nom de nombreuses femmes en Égypte et je voudrais vous en remercier. Je pourrais vous poser une multitude de questions, mais je me limiterai à une seule question. Vous êtes également présidente d'une organisation qui défend la place des femmes dans les processus de femmes, qui souligne le rôle actif de la femme dans les processus de paix. Nous avons tout récemment mis ce point à l'ordre du jour ici au Sénat de Belgique. Il y a 2 ou 3 semaines, nous avons voté une résolution qui insiste sur la mise en œuvre d'une résolution des Nations Unies pour que les femmes soient appliquées de manière beaucoup plus active dans le processus de paix. C'était d'ailleurs un point principal lors de la conférence pour la paix de New York. Et j'aurais voulu demander à son Excellence quelle est sa position du point de vue de sa position de présidente de la Fondation des femmes pour la paix. Comment pouvons-nous impliquer davantage les femmes de Belgique dans la réalisation du processus de paix en Égypte? Comment pouvons-nous mieux contribuer à la réalisation de ce processus de paix? Comment est-ce que la politique belge peut soutenir ce processus? Souhaitez-vous répondre après chaque question? Oui, alors je vous donne la parole. Tout d'abord, je voudrais commencer par concéder que mettre sur pied ou travailler dans une organisation qui s'occupe des femmes, de la sécurité et de la paix était une expérience toute neuve pour moi. Je n'avais aucune expérience dans ce domaine. Et après avoir assisté à plusieurs réunions en l'an 2000, je fais un petit recul en arrière parce que c'est une chose qu'on ne connaît pas très bien ici en Belgique. À ce moment-là, on a eu le premier sommet arabe en Égypte. Des femmes éminentes, ils sont venus discuter de ce qu'on pouvait faire pour améliorer la condition des femmes. Et après 2 années de travail, après 3 sommets arabes européens, nous sommes arrivés à la conclusion que nous avions besoin d'une institution, d'un statut qui nous
permettrait de mieux travailler à la cause des femmes. Et l'un des résultats de ces conférence était d'avoir des panels de discussion dans les différents pays arabes. Nous avons eu ces discussions, nous avons parlé des femmes, de leur rôle dans la politique, des femmes dans les médias, des femmes dans les zones en conflit. Et c'est assez bizarre, cette réunion a eu lieu il y a 2 ans à Beyrouth. Et lors de cette conférence, nous, en tant que pays arabe, nous avons réalisé que nous ne pensions même pas aux tables de négociation et à faire partie de ces pourparlers. C'était bien au-delà de ce que nous pensions. Nous n'étions pas conscientes du fait qu'il existait une résolution à ce moment-là, la résolution 1325. Et personnellement, en lisant les résolutions du Conseil de sécurité, en contactant de nombreux amis dans différentes parties du monde, j'ai réalisé que nous avions besoin d'une institution émanant de nos pays pour dire au reste du monde que nous, pays arabes, nous étions aussi intéressés par la paix. Nous avons payé notre tribut et nous payons malheureusement encore un tribut. Mais en tant que pays arabe, nous avions besoin d'un autre organe institutionnel pour soutenir nos efforts. Et c'est là la façon dont notre mouvement a été initié. La deuxième chose que nous avons fait, c'est organiser une réunion avec 22 pays arabes. Et lors de cette réunion, nous avons réalisé qu'aucune d'entre nous n'était au courant de l'existence de la résolution 1325. Ce qui nous amène à ce qui suit, c'est-à-dire que cela ne sert à rien d'avoir des résolutions des Nations Unies. En fait, moi je me suis toujours considéré comme faisant partie de la société civile. J'ai toujours travaillé sur le terrain, donc nous avons réalisé qu'aucune d'entre nous n'était au courant de l'existence de cette résolution. Il nous fallait donc un cadre pour que les femmes puissent parler, puissent faire partie du processus de négociation. Nous avions notre mot à dire dans ce processus de paix. C'est un point très important que nous avons réalisé à ce moment-là. Nous avons réalisé qu'une partie de notre mouvement devait être destinée à éduquer les femmes, à les mettre au courant de ce cadre légal qui nous aide à réaliser notre cause. Donc nous avons eu ces réunions de travail et maintenant je parle de façon tout à fait personnelle, comme je me suis impliqué davantage, comme j'ai rencontré de nombreuses personnes, comme la présidente du Sénat, j'ai réalisé que les pays arabes devaient collaborer avec d'autres organisations non gouvernementales, avec d'autres mouvements de femmes qui existent de par le monde. Et j'ai découvert qu'il y a des centaines, voire des milliers de groupes de parlement qui ont le même mandat, à savoir œuvrer pour la paix, élaborer des réseaux, se mettre ensemble, constituer des forces, et ceci pour que les voix silencieuses se fassent entendre sur le terrain. Dans les régions conflictuelles, il y a des efforts magnifiques qui sont faits pour réaliser la paix. Mais bon, après la guerre, ce sont les femmes qui recollent les morceaux et nous estimons que les femmes doivent avoir la possibilité de participer et de faire partie du mouvement de paix. Merci. Nous donnons à présent la parole à Madame Lalloy. Merci Madame la Présidente. Madame, je voudrais également m'associer à ma collègue pour vous remercier d'avoir accepté l'invitation de notre Présidente, Madame Lisa, et de venir nous parler de votre combat et des actions que vous menez sur le terrain, comme vous le dites bien. Et c'est très souvent là le champ privilégié de l'action féminine, c'est d'être sur le terrain partout et toujours. Je voudrais 2 points qui me tiennent particulièrement à cœur dans les combats que mènent les femmes. Au-delà de mon travail de parlementaire, je suis aussi responsable d'un mouvement féminin et nous avons beaucoup travaillé sur la problématique de la santé
et particulièrement ce que nous appelons maintenant la santé reproductive. C'était d'ailleurs un des thèmes importants de la conférence, de la session qui s'est tenue à New York la semaine dernière. Je voudrais vous demander dans quelle mesure, quelle collaboration nous pourrions avoir avec vous dans ce domaine, quel est l'état de la question en Égypte. J'ai eu l'occasion de m'entretenir à New York la semaine dernière avec votre représentante politique qui est venue faire un exposé et qui a d'ailleurs brillamment présenté votre association. Et nous avons échangé quelques mots autour de ce problème. Qu'en est-il au plan du planning familial? Est-ce que c'est un secteur qui est développé? Dans quelle mesure ne pourrions-nous collaborer avec vous pour faire avancer ce problème de la santé reproductive? Un autre point concerne les violences faites aux femmes. Nous travaillons ici au Sénat avec ma collègue Jeannine Leduc à une problématique qui relève de l'accompagnement des femmes qui ont été l'objet de viols. Et donc, je serais aussi heureuse de vous entendre sur la question. Est-ce que vous avez des expériences en la matière? Est-ce que nous pourrions aussi, sur ce terrain, collaborer avec vous? Je vous remercie déjà. I give you again the floor, Mr. Je vous redonne la parole. En matière de santé reproductive, je crois que le mandat égyptien est clair depuis la conférence du Caire et nous n'avons rien changé en ce qui concerne nos idées sur ce sujet. Nous avons travaillé en Égypte et nous avons un programme national. Nous avons le Conseil des mères et de l'enfance qui a été établi à la fin des années 90, qui est responsable de nombreux programmes en matière de santé reproductive. Nous avons un programme pour préserver et sauvegarder la maternité, mais notre population est tellement importante et augmente tellement vite que nous faisons tout ce qui est possible pour mettre en œuvre ces programmes de planning familial. Mais le programme de planning familial est une question critique dans de nombreux pays. Nous éduquons les jeunes filles, les jeunes mères. Nous leur disons qu'il est important d'espacer les naissances, de réduire le nombre d'enfants, ce qui permet une meilleure santé de la mère et des enfants. Voilà les points essentiels en matière de santé reproductive. Nous avons également commencé donc des programmes d'éducation en matière de santé reproductive dans les écoles. C'est une question très sensible. Ceci ne fait pas partie du programme scolaire en tant que tel, donc l'éducation sexuelle, l'éducation à la santé. Donc nous devons être très prudents dans la manière dont nous le faisons, mais nous avons commencé à introduire cette matière via le cours de sciences, de biologie, d'anatomie. Donc nous soulignons vraiment l'importance de ces programmes. En ce qui concerne les violences à l'encontre des femmes, bon, elle couvre différents aspects, la violence au sein du couple, la violence au sein de la communauté, la violence dans les zones en conflit. Et ceci nous amène à la question du viol. En Égypte, quand on parle de la violence à l'encontre des femmes à l'intérieur du foyer, eh bien, on n'en parle pas beaucoup. Les coutumes ne permettent pas, quelque part, aux femmes de dire j'ai été battue par mon mari, elle garde ça pour elle. Mais au sein du Conseil national pour les femmes, nous venons de mettre sur pied, il y a un an, un service de médiation. Par exemple, sur les écrans de télévision, il y a des informations qui défilent au bas de l'écran pour signaler les problèmes. Donc, il faut que nous ayons une étude qui permette d'avoir connaissance de l'ampleur du problème, parce que les femmes n'en parlent pas. Donc, nous avons ce service de médiation
qui nous permet de récolter des informations et nous espérons que pour la moitié de cette année, nous aurons des données concernant l'ampleur du phénomène. Maintenant, s'agissant des femmes dans les zones en conflit et des viols, la question essentielle est de savoir comment on peut protéger les femmes et les enfants durant les conflits, voir ce que nous pouvons faire pour éviter le trafic des êtres humains. Et ce qui s'est passé il y a 2 ans en Égypte, c'est ce qui suit. Si une jeune fille était violée en Égypte et si on trouvait le violeur, il pouvait dire ok, j'ai commis une erreur, je vais épouser la fille. Et voilà comment les choses se passaient. Il épousait la fille et il s'en tirait, sans autre forme de procès. Mais maintenant, nous avons fait un travail de lobbying. Il y a eu un débat national qui fait que maintenant, le violeur est jugé et va en prison. Il ne peut plus s'en tirer en épousant la fille en question. J'espère que ceci a répondu à votre question. Madame Laloy et Madame le Duc essayent d'avoir une banque de données ADN dans ce pays. Voilà ce que nous essayons de faire. Oui, c'est déjà un pas plus loin que chez nous. Maintenant, je vais donner la parole au président de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur Roelans Duvivier. Merci, Madame la Présidente. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que Madame Moubarak nous a dit. Je dois dire que je suis allé à plusieurs reprises, voire même à maintes reprises en Égypte. Et la situation des femmes en Égypte est préoccupante. Je crois que la loi sur le divorce, par exemple, dont Madame Moubarak a fait état, constitue un véritable problème. Ainsi, quand on se rend en Égypte et quand on voit la situation des femmes en zone rurale, particulièrement en Haute-Égypte, on voit qu'il y a un monde de différence entre ce qu'on pourrait escompter sur la base du discours de Madame Moubarak d'une part et la réalité sur le terrain d'autre part. Donc la question n'est peut-être pas tant de savoir ce qui devrait être réalisé à un moment donné, mais bien quelles sont les différentes démarches qui doivent être entreprises pour atteindre ce but. Donc, que pouvons-nous attendre en matière de changement rapide pour ce qui concerne la situation des femmes en Égypte? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, monsieur, lorsque vous dites que la loi sur le divorce constitue un problème. Il y a quelques années à peine, aucune femme égyptienne ne pouvait demander et obtenir le divorce. En fin de compte, elle pouvait divorcer si son mari lui accordait le divorce. Mais il fallait 10 à 15 ans d'efforts et il fallait l'accord du mari. Maintenant, il y a eu une réforme en l'an 2000 pour faciliter le divorce. Cette loi accorde pour la première fois le droit à la femme de divorcer, même si elle ne peut pas faire apporter la preuve qu'elle a subi un préjudice, qu'elle a été maltraitée. Il lui suffit de dire « je ne peux plus vivre avec cet homme-là, je ne tolère plus la vie commune ». Et
que doit-elle faire? En fait, en résumé, elle doit rendre au mari ce qu'il lui a donné durant le mariage. S'il lui a donné une parcelle de terrain, elle doit le rendre. Et voilà. Et nous avons des milliers d'exemples de divorces sur la base de cette loi. Je ne vois pas pourquoi vous dites que cette loi n'est pas bonne. Peut-être, comme vous le dites, que dans les zones rurales où les traditions sont fort ancrées, que les femmes ne sont pas au courant de cette législation, qu'elles ne savent pas à qui s'adresser, qu'elles ne connaissent pas leurs droits légaux. Mais c'est ce que fait le Conseil national des femmes. Nous voulons éduquer les femmes, particulièrement en Haute-Égypte et dans les villages, pour les informer de leurs droits juridiques, politiques et sociaux. Il ne sert à rien d'avoir des lois si les femmes ne les connaissent pas. C'est la même chose que pour la résolution 1325. Personne n'est au courant de son existence. De même, si les femmes ne connaissent pas leurs possibilités, elles ne vont pas les utiliser. Je suis d'accord et je l'ai dit dans mon discours que nous avons un fossé en matière d'éducation entre la ville et les zones rurales, entre les filles et les garçons. Nous œuvrons, nous mettons tout en œuvre pour réduire ce fossé. Je ne sais pas si vous êtes rendu récemment en Haute-Égypte à Nkana. Là, il y a des changements énormes qui se produisent parce que le gouvernement se concentre maintenant sur la Haute-Égypte parce que ça a toujours été une région plus pauvre que la vallée de l'Égypte et on réalise un travail énorme dans tous les domaines et le gouvernement met les moyens humains et financiers à disposition pour réaliser ces objectifs. Bon, je n'ai pas dit dans mon discours que nous avons réglé tous les problèmes, que les femmes égyptiennes ont obtenu l'égalité complète, ont à présent tous les droits. Je n'ai pas envoyé ce message. J'ai dit que nous étions dans un processus. Nous avons obtenu des réalisations et nous œuvrons pour améliorer la qualité de vie de tous les Égyptiens, hommes, femmes et enfants. Merci Madame Moubarak. Je donne à présent la parole à Madame Talaoui. Elle est l'une de nos sénatrice élue et qui provient de la communauté musulmane de notre pays. Merci Madame la Présidente et merci Votre Excellence. Je me rallie évidemment à la gratitude de nos collègues par rapport à votre acceptation de notre invitation et pour votre discours qui nous a beaucoup appris. Alors, Excellence, vous avez indiqué que nous vivions effectivement à l'heure de la mondialisation et la mondialisation, c'est aussi, certainement dans le monde musulman, l'émergence du fondamentalisme. Et nous savons que certains groupes, même s'ils s'appellent fondamentalistes ou islamistes, constituent une menace pour les droits des femmes, en fait. Je suis aussi le débat au Maroc sur la nouvelle loi ou le nouveau droit de la famille. Nous voyons que le Parlement, soutenu par le roi, a interprété la charia de manière modérée dans le contexte de l'égalité entre l'homme et la femme dans les questions familiales. Et nous voyons aussi que l'émergence ou la montée du fondamentalisme aboutit à maintenir les femmes dans un rôle plus traditionnel, même si le monde change non seulement en Occident, mais aussi dans ces régions du monde et donne aux femmes davantage de rôles d'avant-plan. Nous savons que vous avez aussi effectivement l'université Azhar sur votre territoire. Alors nous, en tant que musulmans en Occident, nous en attendons beaucoup de ces études religieuses pour nous aider à interpréter la charia
afin qu'elles puissent, disons, être davantage conciliées avec les droits des femmes. Et donc, comment faites-vous en Égypte à cet égard? Parce que nous savons que l'Égypte n'est pas non plus épargnée par les groupes fondamentalistes. Donc, je suppose que vous y avez réfléchi. Et ma deuxième question concerne aussi les droits des femmes et certaines violations des droits des femmes. Je me rappelle, lorsque j'avais 14 ans, j'ai lu un livre qui était obligatoire dans notre école de Nawal Saadawi sur les mutilations génitales des jeunes filles ou des fillettes. Alors, en Occident, on nous dit encore que dans certaines régions d'Égypte et dans d'autres pays aussi, ces pratiques traditionnelles restent de mise. Et ce malentendu en Occident, c'est que beaucoup de gens croient que ces mutilations génitales sont liées à une interprétation islamique des textes. Et nous essayons de dire que tel n'est pas le cas, mais nous n'y réussissons pas toujours. Donc c'est une autre question que je voulais vous poser si vous souhaitez y répondre, évidemment. Deux questions très difficiles. Je commence par la deuxième parce que je m'en souviens bien. Alors, c'est effectivement les mutations génitales qui sont pratiquées effectivement depuis des siècles. Je pense que cela nous vient ou bien du Soudan ou bien de l'époque des pharaons. Ça n'a rien à voir avec l'islam. La preuve en est que très peu de pays musulmans la pratiquent. Très peu, en fait, de pays musulmans en Afrique du Nord. Je pense que l'Égypte est l'un des rares. Et c'est parce que cela nous vient en fait du Sud et par le Conseil national des enfants et des mères, nous avons lancé une campagne nationale en allant jusque vraiment les régions les plus éloignées en Égypte pour éduquer les mères et les grands-mères parce que ce sont elles qui véhiculent cette tradition et nous leur avons expliqué le point de vue médical et la gravité en fait de ces actes du point de vue psychologique, l'effet traumatisant que cela a sur l'enfant et je suis fier de pouvoir dire aujourd'hui que les statistiques en Égypte montrent déjà que cette pratique décline fortement et nous travaillons avec ce conseil, avec les leaders religieux, les leaders locaux et dans les écoles, les cliniques, les hôpitaux pour diffuser notre message. Nous avons aussi des messages à la télévision qui éduquent en particulier les familles rurales par rapport à cette pratique. Et il y a une loi aussi, donc le ministre de la Santé vient de promulguer une loi pour rendre cela illégal. Et donc, il y a un lobby, en effet, et on en discute, et nous évoluons, en effet. Nous pourrons, j'espère, dire bientôt que l'Égypte est libérée de ce fléau. Alors, par rapport au fondamentalisme, c'est une question très, très importante. On va parler de l'islam, etc. Mais je pense que l'islam n'est pas fondamentaliste. Je ne veux pas ici défendre ma religion ou défendre l'islam. Je pense que les gens qui veulent en savoir plus sur l'islam doivent simplement lire davantage pour comprendre. Mais je peux dire que c'est une religion pacifique, ça n'a rien à voir avec le fondamentalisme, et c'est malheureux que des groupes de fondamentalistes, disons, apparaissent dans le monde islamique pour troubler l'image de la religion qui a survécu pendant des milliers d'années en tant que religion pacifique et tolérante. Alors, je pense que chaque pays connaît maintenant des groupes fondamentalismes, pas seulement le monde arabe, mais aussi le monde occidental et la Belgique aussi. C'est une question d'éducation des jeunes. Je pense que les jeunes générations doivent être bien équipées pour obtenir les aptitudes, les qualifications nécessaires pour leur permettre de différencier le bien du mal, de savoir ce qu'est le fondamentalisme, ce qu'est l'islam, etc. Mais comme tout autre pays, l'Égypte essaye aussi d'éduquer ces différents groupes pour peut-être, parfois, on dit, mais c'est parce qu'ils viennent de familles pauvres, parce que ils sont marginalisés ou ils sont chômeurs. Mais on est surpris quand on voit les groupes de presse. Ce ne sont pas des gens sans éducation et ce ne sont pas des gens qui... non, au contraire, ils sont parfois de la classe moyenne aussi. Donc ils ne sont pas nécessairement des gens qui viennent de la pauvreté ou d'une situation marginale.
Et donc, en fait, ils s'intègrent dans le processus de développement et nous essayons de les inclure. Nous essayons de faire en sorte qu'ils sentent qu'ils fassent partie, disons, de groupes plus modérés. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire pour surmonter ces tendances. Merci, madame. Dernière question très brève de madame Sirène, alors. Oui, madame, merci beaucoup pour toutes ces informations que vous nous donnez, mais je voudrais vous poser une question qui porte particulièrement sur les enfants, et en particulier sur les enfants de la rue et la pauvreté, qui sont quand même une question assez fondamentale, puisqu'elle nous permet normalement d'imaginer l'avenir de nos pays. En ce qui concerne les enfants de la rue dans votre pays, est-ce que vous avez un travail spécifique qui se fait, sachant que dans d'autres pays, ils sont souvent mis sous la coupe des écoles coraniques qui leur permettent à la fois de pouvoir avoir un gîte et aussi de la nourriture. Et est-ce que, par rapport à cela, vous pensez qu'on pourrait imaginer un système qui serait moins lié à la religion, mais qui leur permettrait une scolarisation? Merci. En ce qui concerne les enfants en général, et nous les appelons les enfants ayant des besoins particuliers, et le Conseil national des femmes en Égypte se penche sur la question des enfants ayant des besoins particuliers, les enfants handicapés, les enfants des rues et les enfants victimes du travail forcé. Oui, nous avons une stratégie pour les enfants de la rue en Égypte et via le Conseil national des mères et des enfants, nous avons fait une étude des causes pour lesquelles les enfants se retrouvent en rue et nous sommes arrivés à la conclusion que dans 90% des cas, il s'agit d'enfants issus de familles brisées, de familles pauvres qui laissent courir leurs enfants en rue. Maintenant, nous avons un programme développé par des organisations non gouvernementales qui travaillent en collaboration avec le ministère de l'Éducation et des Affaires sociales pour prendre les enfants en rue, les amener dans un foyer où on leur donne à manger, où on les éduque, et puis nous contactons les familles pour avoir une réunion de guidance pour voir pourquoi l'enfant est en rue. Il y a parfois des mères qui doivent assumer seules 4-5 enfants parce qu'elles ont été abandonnées par leur mari, elles n'ont pas de revenus, donc sont des familles éclatées, sans revenus. Et que faisons-nous maintenant? Si les familles reprennent l'enfant, nous payons une subvention à la famille pour s'occuper de l'enfant. Mais il ne suffit pas de donner un repas à l'enfant et un toit et puis de le renvoyer à nouveau dans la rue. Non, nous voulons que les enfants soient en sécurité. Mais il y a des enfants qui veulent rester en rue, qui ne veulent pas rentrer dans leur famille. Mais nous voulons resserrer les liens familiaux et nous avons réussi dans plusieurs centaines de cas, particulièrement à Alexandrie, Gizeh et au Caire. Il existe donc un programme. Merci. Je voudrais vous remercier au nom du Sénat pour votre présence, pour votre superbe discours, mais aussi pour cette réunion de travail. C'est un travail très difficile que vous faites, mais vous le faites de façon admirable. Nous sommes vraiment fiers d'avoir une femme aussi courageuse dans notre pays, parce que vous venez d'un pays très important pour l'Afrique, mais pour l'ensemble du Moyen-Orient. Nous vous souhaitons un très bon avenir pour votre pays et pour l'ensemble du Moyen-Orient. Merci.